sommet du gouvernement. Donc, c'est ça, moi, c'est là que je viens chercher. Qu'il y ait quelques personnes qui soient avec lui, bon, il y a probablement, il n'y a pas tous les Haïtiens ne pensent pas de la même façon, il y a probablement des sympathisants. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la majorité du peuple en Haïti ne veulent pas de ce régime et sont chaque jour, exposent leur vie régulièrement pour l'exprimer haut et fort. Moi, c'est ça ma posture. Alors, Alain vient de rentrer. Est-ce qu'on reçoit Alain? On va dire bonsoir à Alain. Oui, bonsoir tout le monde. Désolé de mon retard, parce que je viens de rentrer. Alors, c'est correct, Alain. Tout le monde est là, on t'attendait. Donc, alors, qui veut prendre la parole? Oui, le gouvernement canadien, avec les sanctions, pour moi, moi, je suis un peu surpris. C'est qui a sanctionné, en effet, le fait qu'il Biggio et des grands bourgeois et tout ça. Martelly, ça c'est... Il y a toute une question des sanctions et pourquoi c'est que le Canada peut sanctionner Haïti, mais Haïti ne peut pas sanctionner le Canada. Tout le régime de sanctions, il y a tout un débat si ça c'est légal dans la loi internationale. Mais mettre ça à côté, c'est des bons sanctions, des bonnes personnes qui ont choisi. Mais Bob Ray, l'ambassadeur canadien, était à Port-au-Prince avec Henry, ça fait 2-3 jours. Le Canada est toujours parti du core group. Le Canada appuie, c'est clair qu'il appuie. Bob Ray a même parlé du fait que Haïti devrait avoir une armée. Et il a fait sur cette question. Ça veut dire le Canada, Bob Ray, il joue tout un jeu. On n'appuie pas un côté, on n'appuie pas l'autre côté. C'est juste qui est en place. Mais on sait que ça, c'est une blague, que c'est le Canada qui a aidé à mettre Henry en place. Et que si on va en arrière de ça, c'est le Canada qui a aidé à mettre Martelly en place. Et si on va en arrière de ça, que c'est le Canada qui a aidé à renverser le gouvernement d'Aristide, etc. Mais ça veut dire la question des sanctions et la question de pourquoi le Canada a le pouvoir de dire que ça c'est un bon joueur et ça c'est pas un bon joueur. Personnellement, moi je pense que Paul Martin et George W. Bush devraient être sanctionnés en haut du liste des gens qui devraient être sanctionnés. Mais on sait que ça ne va jamais arriver. Mais oui, c'est le discours du gouvernement canadien. C'est un peu intéressant. Je pense que c'est intéressant d'essayer de comprendre pourquoi ils ont sanctionné Biggio et Martelly. Moi, je ne sais pas exactement, mais c'est une intéressante discussion. Alors, Jenny? Oui. Par rapport aux sanctions, il faut faire attention parce que même si on dit que Biggio va être sanctionné, il me semble que ce n'est pas la première fois que ça a été dit. Donc, il y a une question de sanctions qui sont uniquement des déclarations, des sanctions qui servent un certain narratif au niveau des médias, qui servent, selon moi, à amadouer l'opinion publique, à amadouer certaines personnes qui veulent voir le Canada comme une force positive en Haïti. Et donc, quand ils entendent ça, ils se disent « Ah bon, ben, voilà, c'est une bonne chose ». Donc, je ne sais pas à quel point les sanctions qui ont été annoncées vont être appliquées de manière... En tout cas, je pense qu'il y a des sanctions qui sont plus des déclarations médiatiques qu'autre chose. Et de toute façon, il y a un arbitraire en général dans les régimes de sanctions occidentales. Et ça, on le voit à travers le monde. On a commencé cette discussion en parlant de comment les Occidentaux traitent les pays en Amérique latine ou d'autres pays comme l'Ukraine ou tout ça. Donc, l'idée même de sanctions s'applique de manière basée uniquement sur les intérêts du pays qui sanctionne. Et donc, le Canada a des intérêts miniers en Amérique latine et dans les Caraïbes. Ils veulent s'assurer de pouvoir rentrer pour continuer à sauvegarder leurs intérêts. Donc, c'est plus ça la question. La question des sanctions, moi, je ne sais pas trop... les personnes qui mettent leurs espoirs là-dedans, je pense que ce n'est pas de là qu'on va voir arriver une solution. Alors, Jean, et Canada a dit... les sanctions ne sont pas mises en place pour punir, c'est pour dissuader. Alors, qu'est-ce qu'il faut interpréter? Parce qu'il y a des gens aussi, des Haïtiens, qui disent que c'est bon
Parce que Canada, de toute façon, jouit encore une certaine notoriété de bienveillance, parce que c'est pas comme les États-Unis, on peut se permettre d'accepter le Canada pour envahir le pays. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Éclairer les lanternes des gens. Moi, j'ai deux choses à dire à ce sujet. La première chose, c'est que quand on parle de sanctions, il faut savoir c'est quoi l'accusation. On accuse Bijo, Abdallah, Dib d'être des seigneurs de guerre, d'utiliser leur pouvoir, leur port privé pour faire rentrer en Haïti des armes de guerre illégales, et de le distribuer ces armes à des gangs qui sont spécialisés dans le kidnapping et des meurtres. Alors, vous mettez cette accusation-là, et puis c'est quoi la sanction? Vous ne pouvez pas voyager, nous allons diminuer le volume de vente que vous faites. Mais non, imaginez un moment que c'était un immigrant éthiopien qui arrivait au Canada, s'enrichit au Canada, s'installe à Montréal et fait rentrer des armes régulièrement de l'Afrique à Montréal et installe un régime de bandits à Montréal qui mettent même en danger l'État canadien. Quelle serait la sanction appropriée pour cet Éthiopien? Donc, vous voyez, on est déjà dans l'absurde. En plus, et je suis tout à fait d'accord avec Chantal que la personne de Claude Joseph ne m'intéresse pas non plus. Par contre, le régime PHTK, on sait qui est derrière. Abdallah qui s'est enrichi avec Jovenel Moïse et Martelly avec ses hélicoptères, ses contrats juteux. Mais il y a aussi André Apped. Or, ce que nous observons avec les sanctions américaines et les sanctions canadiennes, les Américains sanctionnent des gens qui n'ont pas de biens aux États-Unis. Et les Canadiens sanctionnent des gens qui n'ont pas de biens au Canada. Mais ils se foutent de nous. Alors, lorsque les Américains nous disent que bon, il y a des restrictions parce que Bijo est un citoyen canadien, américain, ou il y en a d'entre eux qui sont des citoyens américains, on doit suivre le due process. Mais justement, s'il est en Floride, il est citoyen américain, à raison de plus que vous pouvez l'arrêter tout de suite. Donc, la sanction pour Bijo, appropriée pour Bijo, Abdallah, Dib et tous les autres, c'est de les arrêter, de les juger et de les mettre en prison. Parce que c'est ce qu'on aurait fait si ces crimes-là étaient commis contre l'intérêt du Canada, des États-Unis ou de l'Europe. La deuxième chose, c'est que André Apped, qui est le patron de Claude Joseph à l'époque du coup d'État de 2004, lui, il a des liens étroits avec le Canada, puisqu'il est le sous-contractant de Gildan Activewear, une multinationale canadienne. Il n'est pas sur la liste, lui. Donc, on est en train de préparer, parce que André Apped, là, c'est un gars qui sait quand sortir sa tête et quand rentrer sa tête, mais il n'est jamais hors de la circulation, parce que c'est lui qui s'en va au Qatar faire imprimer des cartes électorales pour que le PHTK prenne le pouvoir, et ensuite il disparaît. Et André Apped, je vous rappelle, il était impliqué dans le coup d'État de 2004. Son père, André Apped Senior, était impliqué dans le coup d'État de 91. Et c'est lui qui eut à dire à des officiels canadiens que si Aristide revient au pays, il va l'étrangler lui-même de ses propres mains. Et ce André Apped Junior, son fils, est un citoyen américain. Imaginez-vous ça. Parce que des fois, on appelle ces gens-là l'élite haïtienne. Il ne faut pas utiliser cette expression. Ils ne sont pas l'élite haïtienne. Bijo est un juif qui a des passeports. Il représente l'État d'Israël en Haïti. Il le représentait. Maintenant, c'est son fils. Ils transmettent ça de père en fils. Il y en a d'entre eux qui sont Abdallah est le consul de l'Italie en Haïti. Des choses absurdes. Des gens qui sont... Et des fois, le consulat est leur propre entreprise privée. Donc, quand ils commettent des crimes dans le pays,
ils brandissent l'immunité diplomatique. Donc Haïti aujourd'hui, c'est la Rhodésie. Il faut bien comprendre la réalité de, quand on parle de ces 15 familles mafieuses que l'on prétendait ne pas savoir, okay, jusqu'à récemment, on n'en parlait jamais. Mais moi, j'ai insisté dans les articles que j'ai publiés qu'il faut parler de 15 familles blanches mafieuses, car l'identité blanche leur confère une protection spéciale en Haïti. Et il faut en parler. Moi, je trouve que ce qu'on appelle l'intelligentsia haïtienne, nous sommes coupables. Nous avons toléré cette situation intenable pendant des générations par faux orgueil. Nous parlons de Haïti est indépendant, première république noire, etc., alors que nous n'acceptons pas de reconnaître la réalité, c'est que le pays ne nous appartient pas. Nous avons des intouchables qui contrôlent toute l'économie du pays par le crime. Et nous n'avons pas assez fait. Et c'est pour ça que, Ismaël, je termine là-dessus, vous avez vu ce qui s'est passé avec et notre frère, là, Dany Laferrière, en France, à Paris. Okay? La population nous dit qu'elle attend mieux de nous. Nous ne pouvons pas utiliser le silence, la complaisance, prétendant que nous sommes des gens bien élevés. Nous ne dérangeons pas le statu quo. La population exige que nous soyons présents pour elle. Okay? C'est-à-dire, quand un criminel se pointe à Montréal et essaie d'intimider les gens, il faut se tenir debout. Parce que, écoute, s'ils ont fait ça à Montréal, imagine ce qu'ils font en Haïti. En Haïti, en effet. Alors, Alain Saint-Victor, l'historien parmi nous, les sanctions, comment est-ce qu'il faut les interpréter? Est-ce que ces sanctions-là, ces genres de sanctions ont déjà apporté fruit dans d'autres pays? C'est-à-dire, on va me dire que les pays sont différents, les contextes vont être différents, dépendant des accointances qu'il y a entre les sanctionnés et ceux-là qui prennent les sanctions. Alain, ta lecture? Oui, alors, je pense que effectivement, il y a beaucoup de gens qui soulèvent des questions sur les sanctions, et à juste titre, parce que c'est quoi la signification de ces sanctions-là? Et je crois que le Canada, pourquoi d'ailleurs le Canada prend la relève du core group en quelque sorte? Parce qu'on n'entend plus parler du core group, on entend parler surtout du Canada actuellement. C'est comme le Canada a un rôle à jouer, ou bien il a une mission à jouer pour faire semblant de faire quelque chose, et c'est possible, pour sanctionner des individus. Et moi, ce que je remarque dans les sanctions, ce sont les individus qui sont concernés, soi-disant, qui sont concernés, que c'est des sanctions symboliques, et que tout le monde peut le voir. Et comme disait tout à l'heure Jean, que c'est des sanctions qui concernent des gens qui n'ont aucun intérêt soit au Canada ou bien aux États-Unis. Et donc, c'est là que je demandais effectivement ce qui se passe. Mais pourquoi les sanctions ne disent pas non plus que ce sont un régime de terreur en Haïti? Un régime, on ne parle jamais de régime, on parle de gang, on parle de trafic d'armes, etc. Mais pourquoi on ne nomme pas le régime PHTK en tant que tel? Et prendre des sanctions aussi contre ce régime-là, puisque les accusations portées contre Bidjo et comme supporter de gang en Haïti, le régime PHTK fait la même chose aussi. C'est un régime aussi qui soutient aussi le terrorisme en Haïti. Donc on a pu prendre des sanctions aussi contre ce régime-là, pas seulement contre des individus. Parce que lorsqu'on parle des pays qui sont soi-disant ennemis de l'Occident, on parle de régime. Le régime castriste, le régime de l'Iran, etc. Donc, pourquoi on ne nomme pas le régime en tant que tel au lieu de cibler des individus? Et c'est ça qui nous concerne. C'est ce régime PHTK, au fond, qui est au centre du problème. Ce n'est pas seulement des individus, soi-disant des sanctions qu'on va prendre. Et je me rappelle qu'il y a un journaliste canadien qui a fait un rapport sur ce qui a été dit la dernière fois au Parlement d'Ottawa. Et il a cité Mélanie qui a dit que ces sanctions, et l'objectif, c'est de porter ces gens-là à négocier. Donc, négocier, ça veut dire que de s'asseoir autour d'une table, finalement, parce que c'est ça que le Canada cherche aussi, c'est l'accord des accords, comme on dit. Donc, il faut que les Haïtiens sachent comment discuter, etc. Donc, c'est ça qui fait qu'il y a un problème
qu'il n'y a pas de solution. C'est parce que les Haïtiens ne savent pas discuter entre eux. Donc, ces sanctions-là doivent porter ces gens-là, donc je suppose les Accra, les Bidjo, ces gens-là, à s'asseoir autour de la table avec qui? Avec, est-ce que c'est avec le Canada, les États-Unis? Les États-Unis, Montana, etc. Donc, il y a un jeu qui se joue, effectivement. Bon, il y a des gens qui disent que ça porte quand même parce que regardez Chérif Abdallah qui a donné sa démission en tant que président du CA du Sogebank, par exemple. Donc, il y a quand même un effet sur ces gens-là. Mais un effet, c'est pour arriver à faire quoi, justement? C'est un système qui se reproduit en Haïti. C'est un système d'exclusion, c'est un système d'État, d'oppression, de répression contre le peuple haïtien. C'est un système soutenu par l'international pour des intérêts particuliers, pour des intérêts de l'impérialisme occidental. C'est ce système-là qu'il faut combattre. Donc, d'aller de déclarer un tel individu contre l'autre individu, celui-là, la prochaine fois, ça va être celui-ci, donc maintenant, on commence par lui. C'est comme créer une confusion généralisée et de faire oublier que la question fondamentale, c'est de combattre le système, le régime PHTK, qui est un régime qui représente les intérêts non seulement des individus en Haïti, que l'on peut citer naturellement, mais aussi les intérêts des pays occidentaux aussi qui profitent de la situation en Haïti. Il y a deux personnes qui n'ont pas encore pris la parole, c'est Donald et France. Alors, allez, messieurs. Ben moi, toute la question des sanctions, pour moi, si on le place dans le contexte international, c'est clair que ça fait partie d'une stratégie communicationnelle. Je dis, quand on parle des sanctions contre la Russie, contre la Chine, contre l'Iran, puis on peut en nommer plusieurs autres, et comment qu'on voit que la CIA intervient présentement, finalement, pour changer le régime au Pérou, c'est clair que le mot sanction, peut-être pas pour nous, mais pour l'ensemble de la population, même la population ici de la communauté haïtienne, disent « Ah, il y a des sanctions, ça veut dire qu'ils sont en train de nous aider pour améliorer la situation. » OK? Parce qu'il ne faut pas oublier aussi, quand on parle du Canada, pas nous, mais l'ensemble de la population canadienne, incluant la communauté haïtienne, incluant les autres communautés, le Canada est toujours vu comme un partenaire intéressant dans le monde. Il y avait, dans les années 50, 60, 70 et 80, quand les États-Unis mêlaient la pluie et le beau temps avec son impérialisme partout, ils pouvaient aller nulle part. Nulle part. Qui allait à sa place pour faire le travail? Le Canada. Le Canada y allait. Donc, finalement, le Canada est toujours vu comme le Canada, un pays bon, on aide le monde, ils viennent chez nous, tout ça. C'est tout à déconstruire, ça aussi, non seulement pour le reste du monde, mais même ici au Canada, puis même dans la communauté haïtienne. Effectivement. Fait que c'est sûr qu'on a utilisé le mot comme instrument de communication, sanction. Ah, ils sont en train d'aider, parce que les sanctions, c'est un peu partout, puis c'est l'arme que les impérialistes usent aujourd'hui, hein, pour maintenir toujours leur pouvoir un peu partout dans le monde. Fait que tout le monde embarque là-dedans. Il faut se méfier de cette... Puis Bob Ray surtout. Bob Ray, là, hein, s'il y avait quelqu'un qui était un hypocrite dans le processus politique canadien, c'est surtout Bob Ray. Ancien NDP, qui est passé libéral. NDP or whatever. C'est quelqu'un qui va parler des deux côtés de la bouche. Pareil comme Joe Biden. Quand même chose comme Justin Trudeau. Et il faut voir qu'il faut mettre ça tout ensemble, selon moi. Moi, je trouve ça épouvantable, à quelque part, que le Canada est devenu à tel point un pantin des États-Unis d'Amérique aujourd'hui. Puis surtout, quand on voit des Bob Ray, hein, qui s'en vont dire, bon, écoutez, là, ça veut dire que finalement, dans notre éducation populaire qu'on doit amener vers la communauté haïtienne, pour amener une certaine conscience sociale aux siens, puis conscience politique surtout dans la communauté, il faut dire ces choses-là. Il faut se dire ces choses-là. Parce qu'ils sont aussi coupables, sinon plus. Parce que les États-Unis, ce n'est pas des hypocrites. S'ils veulent peser sur vous, puis de rentrer, ils vont le faire. Ils l'ont fait partout depuis 100 ans. Hein? C'est ça la puissance impérialiste au monde. Mais le Canada va utiliser le discours, on va vous donner la main, on va vous donner même une bonne tasse de café pour pouvoir se rejoindre. Toute la bullshit hypocrite, on arrête.
c'est un pays impérialiste au même titre que les autres. Alors, Franz, avant la pause, et ton point de vue, parce que tout le monde parle, il y a un discours ambiant dans notre communauté aujourd'hui pour dire que de toute façon, en Haïti, et on ne peut rien faire, nous ne pouvons rien faire, le Canada veut nous aider, même si on ne leur fait pas confiance à 100%, il faut qu'ils y aillent. Ton point de vue, Franz? Mon point de vue, je pense que c'est le même que le vôtre. C'est que effectivement, je crois qu'on arrive à des conclusions faciles, qu'on ne veut pas s'impliquer et prendre les responsabilités d'être des citoyens conséquents. Alors que nous sommes de l'extérieur, nous sommes ceux peut-être qui souffront autant des gens de chez nous. Quand nous avons envoyé de l'argent en Haïti et on n'améliore pas la qualité de vie, où nous sommes touchés et on ne voit pas forcément les conséquences de notre irresponsabilité. Alors que je dis, c'est certainement pas les personnes qui sont ici ce soir, mais ce que je constate, et puis je pense que vous constatez dans les derniers mois, si ce n'est années, il y a un manque d'intérêt, de mobilisation, de participation à des mouvements légitimes pour dénoncer justement l'impérialisme. La chose que j'aimerais peut-être rajouter, effectivement, le Canada prend, et je l'ai vu surtout rapidement avec la crise entre la Russie et l'Ukraine, une posture que j'aurais jamais pensé que le Canada prendrait d'une manière aussi évidente et agressive. Et le Canada continue à prendre cette même posture. Au niveau d'Haïti, on a mandaté, donc je dis les États-Unis et Joe Biden, pas Joe Biden, on parle de monsieur Anthony Blinken est venu ici d'une manière très ouverte, dire que le Canada prenait un rôle de leadership. Ce que je me questionne, et puis peut-être vous aussi, à savoir, est-ce qu'ils ont réalisé ce qu'ils auraient voulu faire au début? Selon moi, on a quelque part de notre résistance et la dénonciation, on a un peu gagné un peu leur jeu. On a un peu désamorcé ce qu'ils auraient fait d'une manière évidente, qui aurait été une occupation, une invasion haïtienne. Parce que certains d'entre vous ont participé à une consultation qui a été faite par un député qui est sous une commission qui justement devait aller au Pentagone pour voir qu'est-ce qu'il... Et parmi les choses, à ce moment-là, il y avait seulement que Jory Latortue et Joseph Lambert qui étaient indexés pour les sanctions. Et durant notre rencontre, on a questionné pourquoi pas Badjo, pourquoi pas Martelly, pourquoi pas. Et puis après quelques jours, finalement, ils sont arrivés avec ce nom-là, parce que déjà en Haïti et dans les diasporas, on indexait ces gens-là. Donc on ne comprenait pas pourquoi ils n'étaient pas là. Donc pour peut-être nous soudoyer un petit peu, nous donner l'impression effectivement qu'ils nous prennent au sérieux, les nous sont sortis, à savoir jusqu'où ils iront avec ces sanctions-là. Vous et moi, je pense qu'on a des doutes à savoir qu'ils ne font ce qu'ils veulent, que éventuellement, et on a vu l'article du Devoir, je pense que c'était hier ou avant-hier, finalement, ils vont faire ce qu'ils veulent. Les déclarations de Trudeau nous démontrent que, indépendamment des sanctions qu'ils vont prendre, ils vont mettre en place ce qu'ils voulaient faire dès le début. Donc, on doit rester très inquiet de l'attitude du Canada et continuer notre mobilisation. Bon, c'est le temps de la pause, on revient tout à l'heure. C'est l'occasion d'organiser une fête d'anniversaire, une fête quelconque à la maison, au bureau ou en salle. Pour la bonne bouffe, confiez la chose les yeux fermés à Marie-Ursule Latour Traiteur. Des professionnels des cuisines créoles et françaises qui vous font des repas débouchés absolument divins. Pour la réussite de votre événement, confiez sans hésiter la section des repas au meilleur traiteur en ville, Marie-Ursule Latour, avec ou sans service, et vos invités seront contents. 514-268-6665. Après une pause due à la Covid-19 et pour rentrer de plein pied dans son 21e anniversaire, CPAM lance la caravane de la solidarité. Ne vous en faites pas, c'est la même opération de panier de Noël sous un autre nom. Jusqu'au 20 décembre, apportez vos dons à CPAM 3390 Crémazie Est ou appelez-nous au 514-790-2726. On viendra les chercher. Vous avez de la misère avec l'inflation? Pensez une seconde à ceux qui avaient déjà de la misère à se trouver un repas par jour. Donnez au suivant. Participez à la caravane de solidarité de CPAM jusqu'au 20 décembre.
Ici Jean Wesley Charles, PDG de Polytronic, à votre service depuis 2003. Polytronic, synonyme de cosmétique, électronique, informatique. Polytronic, c'est aussi des services. Transfert d'argent avec Western Union. Service de colis et de courrier avec DHL, Purolator, UPS. Service de documentation et d'impression. Aide aux services gouvernementaux et publics. Conseil en gestion d'entreprise. Commissaire à l'assermentation, rapport d'impôt. En un mot, Polytronic, un guichet unique. Compétences, expérience et professionnalisme à revendre. 89 45 boulevard Saint-Michel, 514-323-9222. Polytronic, l'endroit référentiel pour des choix préférentiels. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. 19h33 minutes, il ne nous reste pas beaucoup de temps, on termine à 20h. Madame, Monsieur, c'est trop intéressant parce que des gens m'écrivent pour dire que qu'est-ce que vous pouvez faire pour réunir ces gens-là de temps en temps parce que c'est la crème de la communauté. On a besoin. Alors, moi, j'ai envie de vous poser cette question. Après ce qui vient de se passer dimanche dernier, je reviens là-dessus. On a fait le constat, on a dit ça. Est-ce que c'est pas le moment plus que jamais, mesdames, messieurs, de se poser la question, à savoir, est-ce qu'il est normal qu'on laisse les PHTKis, qui sont les représentants de nos malheurs durant les 12 dernières années, j'ai pas dit qu'il n'y en avait pas d'autres, c'est parce que je suis en train de le dire, mais par contre, c'est récent dans nos têtes, on sait nos malheurs, en grande partie ce que le peuple haïtien est en train de vivre. Ces gens-là, que ce soit au niveau financier, au niveau physique, des génocides un peu partout, et la communauté internationale, la PIPEMO, n'a rien dit. Ce qui se passe en Ukraine, je pense que le pire est passé en Haïti devant un peuple, les mains nues. Il n'a rien fait. Ils ont mis en place des groupes de bandits. G9, je rappelle, c'est un Genève créé par les Nations Unies. Je répète, parce que Guterres, secrétaire général de l'ONU, disait c'est une bonne chose pour Haïti. Parce que c'est pas moi qui l'ai dit, il l'a dit. Et c'est un rapport de Hélène Lalim qu'il avait lu. Donc à ce moment-là, on ne peut pas me dire qu'il n'y a pas un lien entre la création de Genève et l'international, entre guillemets, et comme j'en l'ai dit, quelques pays qui se disent les représentants des 193 pays. Alors, quelles sont, Chantal, je commence par toi, nos responsabilités devant ce qui s'est passé? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas plus que jamais pour que on mobilise, on conscientise les gens, parce que honnêtement, nous avons cette responsabilité pour faire comprendre aux criminels qu'ils ne sont pas bienvenus et ils peuvent pas se permettre d'aller jouir les biens qu'ils ont volés, les gens qu'ils ont tués, de continuer à se perpétuer au pouvoir et que nous n'avions rien à dire. Chantal. Bon, en effet, je pense que parmi les prémices, c'est certain qu'il faut continuer à faire de l'éducation et ça, c'est une tâche qui est continue. Je pense qu'il faut que les gens comprennent que ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas une affaire qui va se passer, qui va se régler demain. Donc, d'où la nécessité de faire bien comprendre les causes. Pourquoi on a cette situation? On pourrait faire toute une émission là-dessus. Effectivement, vous avez parlé du core group, et si on reste dans la conjoncture, qui est une des causes, une des responsables de tous nos malheurs, là, vu que c'est eux qui ont installé le régime PHTK en place, et de ses différentes composantes jusqu'à aujourd'hui, comme on vient de le dire. Et même cette question de sanctions, je n'ai pas eu la chance d'en parler, je dirais rapidement, je pense que on l'a déjà dit, c'est des personnes qui n'ont pas d'intérêt au Canada, donc ça ne sert à rien, mais aussi qui va implémenter ces sanctions chez nous, parce qu'on parle d'Haïtiens. On prend les sanctions au Canada, mais ces sanctions devraient pouvoir être implémentées en Haïti. Or, le gouvernement actuel, qui n'a aucune velléité, aucune légitimité, aucun désir, aucune volonté politique pour le faire, est supporté par le Canada. Alors, moi, je vois une petite contradiction
entre ces sanctions et le fait de supporter un gouvernement qui devrait être sanctionné lui-même et dont l'interlocuteur actuel qui est Ariel Henry, qui est présumé coupable dans le meurtre de Jovenel Moïse, d'après ce qu'ils disent, devrait être aussi sur cette liste. Et sans compter que je trouve que c'est une liste très mince. En plus de ça, les biens qui ont été confisqués par le Canada à date, certaines maisons, etc., est-ce qu'il y aura une restitution au peuple haïtien de tous ces biens qu'on est en train de confisquer partout? Parce que c'est l'argent du peuple haïtien qui a permis à ces voleurs, à ces dilapideurs d'acquérir ces biens. Donc, il y a une nécessité de se poser cette question et la restituer à qui? À quel type de gouvernement? Parce qu'il y a là. Donc, pour moi, il y a cette nécessité de faire comprendre l'enjeu fondamental de tout ce qui se passe ici, pour que les gens comprennent qu'il faut être vigilant. Je pense que c'est Franck qui a parlé de vigilance. Oui, le Canada est en train de dire au niveau discursif que non, on ne va pas intervenir, etc. Mais on n'a aucune garantie. Quelle forme cette intervention peut prendre? Maintenant, on est en train de dire que Ariel Henry va faire des élections. Mais dans quel contexte? Avec qui? Avec quelle légitimité? Et justement, je pense que ces sanctions rentrent aussi dans un cercle pour essayer de donner une certaine légitimité à Ariel Henry. On est en train de dorer le blason d'Ariel Henry pour lui permettre justement de continuer avec l'agenda du corps groupe dont le Canada est la porte-parole, est la porte-étendard de nos jours. Donc, oui, Donald l'a dit, le Canada est une posture impérialiste et il nous faut tenir compte de ça. Il faut que les gens comprennent ça et de rester mobilisés. Oui, il y a une démobilisation. C'est clair parce que la communauté haïtienne est fatiguée. On porte ça depuis trop longtemps parce qu'il y a une charge émotionnelle dans tout ça, parce que la politique, c'est cérébral, mais c'est aussi le cœur, c'est aussi les personnes humaines. Et moi, j'insiste là-dessus. Nous, les Haïtiens, la communauté haïtienne extérieure, portent le fardeau de ce qui se passe en Haïti, non seulement économiquement, mais émotionnellement. Donc, il y a une fatigue, il y a une sorte de désespoir aussi, parce qu'on ne voit pas l'issue. Mais les combats sont longs, il nous faut nous armer de courage, de détermination, mais essayer de comprendre les causes et pourquoi, et savoir comment se positionner et qui dénoncer et continuer à le faire. Il nous faut continuer, il ne faut pas arrêter. Certainement, je crois que le peuple haïtien l'a déjà démontré à maintes reprises, va pouvoir un jour reprendre son destin en main. Voilà. Alors, Jenny, parce que la question, je viens de poser la question, parce qu'il y a une représentante, une députée états-unienne qui a dit que nous qui sommes au Canada, aux États-Unis, nous disons non à l'intervention militaire en Haïti. C'est parce que, après avoir mangé le griot, le riz, qui n'a aucun respect pour nous. Je prends cette petite fille, je m'excuse, je dis ça parce que je lui rends la monnaie de sa pièce. Je ne devais pas parler ainsi. Mais je lui dis parce que quelqu'un qui parle comme ça ne mérite pas du respect pour moi. Oh, c'est parce que avoir mangé griot, les gens en Haïti qu'il faut tirer ont besoin de ça. Jenny, est-ce que nous ne devons pas aussi mettre le doigt sur, soi-disant, nos représentants politiques dans nos communautés respectives, que ce soit États-Unis et Canada, pour faire, parce que ces gens-là disent qu'ils nous représentent quelque part, Jenny. Moi, je dirais que c'est des personnes, justement, qui sont elles-mêmes privilégiées. Et donc, ce qu'elle fait, c'est de la projection. Quand elle parle des gens qui sont confortables et tout ça, mais en fait, c'est elle qui est confortable et qui ne veut surtout pas faire dérailler sa carrière politique, qui ne veut surtout pas remettre en question les choix politiques, les choix idéologiques qu'elle a fait. Donc, ces gens-là, on en a ici aussi. Dubourg, pour ne pas le nommer, je vais me permettre en fait de le nommer parce qu'il a à plusieurs reprises eu des prises de position où clairement, il semblait même se moquer des gens qui étaient contre l'intervention en Haïti. Moi, je l'ai vu carrément rire. Rire, moi, je l'ai vu aussi. Alors voilà, je pense qu'il est temps de dire que ce sont ces gens-là qui sont des carriéristes, des privilégiés, des égoïstes qui ne pensent qu'à eux, à leur carrière, à leurs intérêts. Et ils font de la projection quand ils disent « Ah, vous êtes confortable, il faut faire quelque chose pour Haïti », alors qu'ils savent très bien qu'on a déjà essayé cette solution-là. Donc, il y a eu combien de missions en Haïti? Donc, vouloir refaire la même chose, c'est de la folie.
ou carrément c'est de l'hypocrisie, ceux dont ils sont coupables, d'après moi, ces gens-là. Alors, Yves, est-ce qu'on peut continuer à faire confiance au Canada, parce que le Canada, paraît-il, il se donne le beau jeu, disant que, bon, j'ai entendu l'ambassadeur est canadien, j'ai entendu Trudeau qui dit, là encore, on nous accepte. Qui a donné cet aval? Qui a dit au Canada qu'on l'accepte? Nous, en Haïti, on l'accepte. Est-ce que nous, en Haïti, on ne se rappelle pas ce que le Canada a formé la police, qui maltraite, qui tue les Haïtiens? Est-ce qu'on ne se rappelle pas, Canada possède 70% de toutes les mines à travers le monde qui exploitent la Reynolds, tout ça? Est-ce que les Haïtiens, Trudeau sait que les Haïtiens connaissent ça? Yves? Oui, si tu as vu le Hill Times, sur leur première page, le titre c'était Handling Haiti. C'est comme c'est le Canada qui est en train de jongler avec. Et moi, je connais même quelqu'un ancien qui travaille avec un média de gauche, qui travaille au Hill Times. Mais je ne sais pas si c'est elle qui a fait le titre. Mais je pense que c'est juste comme la mentalité du politique culture canadien, surtout de l'élite canadienne. C'est comme l'espace idéologique où ils sont. Mais oui, non, c'est certain, mais honnêtement, Claude Joseph, c'est important de perturber une conférence de Claude Joseph, mais aussi Mélanie Joly, lundi, Mélanie Joly va faire un discours au centre-ville de Montréal. Et honnêtement, Mélanie Joly a plus de pouvoir en Haïti que Claude Joseph a. Ça veut dire, pour moi, c'est vraiment important de mettre cette en face. Je sais que c'est plus difficile, en effet, avec les politiciens canadiens et tout l'État canadien. Mais c'est clair, même si on prend le meilleur esprit des sanctions canadiennes, c'est clair que le Canada, après Washington, c'est le deuxième joueur qui est responsable pour la situation aujourd'hui en Haïti. Et même si le core group, même s'il n'y a plus de core group, même si Canada arrête de soutenir Ariel Henry, la réalité, c'est que l'impérialisme canadien en Haïti, quand ça vient avec les ONG, quand ça vient avec les différents groupes internationaux, de l'ONU, quand ça vient avec les relations avec l'élite haïtienne, même sans le core group, même sans Ariel Henry, Canada va toujours être un grand joueur dans le pays. On va pas terminer ça demain. Même avec des petites victoires, ça va être un long combat. Mais c'est possible. C'est possible. Et la réalité, à moi, j'en ai dit ça beaucoup de fois, mais quand il y a 10 000 personnes qui marchent à Port-au-Prince, je pense que 500 personnes à Montréal ou 250 personnes à Montréal a comme le même niveau de pouvoir sur le changement en Haïti, parce que les décisions pour Haïti se fait à Washington, se fait à Ottawa. Ça veut dire, dans un certain sens, nous autres ici à Montréal, on est un peu privilégiés d'avoir plus de contrôle. Si nous autres, on va à un manif, ça va avoir un pack de 10 personnes qui va à un manif à Port-au-Prince. Et c'est de prendre ça au sérieux et faire qu'est-ce qu'on peut faire pour baisser l'impérialisme canadien en Haïti. Alors, Jean, le Canada, les États-Unis interviennent parce que 9 sénateurs viennent de prendre une décision disant, d'ailleurs, la dame s'appelle Sandra McConnell, ou ben je ne sais pas, elle a même donné une date, paraît-il, après le 6 janvier, et ils vont intervenir. Quelle attitude devons-nous avoir, nous qui sommes ici des militants, des gens conscients de la réalité de ce qui se passe en Haïti? Jean, quelle attitude devons-nous avoir, nous, de la communauté? Mais je pense que c'est le travail que nous faisons ici. Et moi, j'enchaîne avec ce que Chantal vient de dire, que la population haïtienne a une charge émotionnelle qu'elle porte. Presque n'importe quel d'entre nous ici, haïtiens, nous pouvons témoigner que dans la dernière année, nous avons contribué à des rançons pour les personnes kidnappées. Donc,
C'est-à-dire qu'on a terrorisé la population haïtienne. Les chiffres que l'on voit dans l'article de Evan Dyer, c'est plus de 1000 personnes kidnappées seulement l'année en cours. OK? Donc, ces kidnappings, c'est ça le crime de Bidjo, de Abdallah, de Dib dont nous parlons ici, là, de Martelly et tout ça. Donc, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. OK? C'est pour cela que je crois que nous devons, dans le moment actuel, informer la population canadienne qu'il y a des criminels en Haïti liés à des élites corrompues au Canada, aux États-Unis et en Europe, qui essaient de faire une intervention pour aller protéger des criminels que la population haïtienne veut juger et punir, afin qu'ils cessent de les tuer, de les kidnapper. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, par exemple, le discours d'amnistie générale qu'ils lancent de façon subtile de temps à autre, parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent arriver en Haïti et déclarer une amnistie générale et pour dire que, écoute, on se met tous à table et puis on va faire le pays ensemble. OK? Moi, j'aimerais voir Justin Trudeau s'asseoir avec Carla Homolka et Paul Bernardo, tu sais, les tueurs en série au Canada, Maurice Momboucher. C'est exactement. Il est déjà décédé, lui. Mais peut-être qu'on pourrait le déterrer et puis on va faire le Canada avec eux. Non, ça ne se fait pas. Des criminels doivent être jugés et mis en prison. Et nous avons des instruments en Haïti. Ce n'est pas vrai qu'il n'y a rien en Haïti. La Constitution haïtienne a la haute cour de justice qui est là pour juger les gens qui étaient présidents, premiers ministres, etc. Et ça, il nous faut le marteler à tout bout de champ. Parce que l'article sort dans Miami Herald la semaine dernière, il nous dit que dans l'assassinat de Jovenel Moïse, il y a Arcangel Pretel, l'un des Colombiens, en fait il est vénézuélien, des gens de droite, là, qui a fait rentrer les Colombiens en Haïti pour assassiner Jovenel Moïse. Il a dit qu'au moment de l'assassinat, ce gars-là était encore agent de la FBI. Et ça, c'est pas anodin, ça. OK? Donc, quand on parle qu'il n'y a pas de lien avec les États-Unis commandent un rapport et leur rapport, c'est que nous ne pouvons pas commenter puisqu'il y a un processus judiciaire en cours. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, les Américains ne peuvent pas enquêter sur des crimes où ils sont eux-mêmes impliqués. Donc, il y a une justice haïtienne et oui, il y a des élus haïtiens. C'est la nation haïtienne qui détient encore la souveraineté sur ce territoire. Le Canada n'a pas à retirer Ariel Henry du pouvoir. Le Canada n'a rien à faire. Le Canada doit cesser d'envoyer des armes en Haïti, cesser de protéger les 15 familles mafieuses blanches en Haïti, car moi, je ne paie pas mes taxes à un régime raciste au Canada. Et la politique étrangère du Canada ne peut pas constituer à aller protéger des blancs criminels en Haïti, au Venezuela, etc. Non, non. Moi, je veux que quand on dit, parce que Mélanie Joly fait son beau discours et dit l'impunité n'est pas une option. Moi, j'ajoute pour Mélanie Joly, le faire semblant non plus. Donc, il faut réellement combattre l'impunité en Haïti et les Canadiens qui sont complices, qu'ils soient à Montréal, de la communauté haïtienne ou des officiels canadiens, parce que tout cet argent-là qui est volé en Haïti, là, c'est pas volé seulement par des Haïtiens. Non. Si ça atterrit à une banque canadienne, il faut retracer qui s'enrichit avec l'appauvrissement des Haïtiens. Alain, après c'est France. Alain, Oui, parce que j'ai vu un petit groupe à Jérémie. On dit que ce petit groupe dit que nous n'avons pas besoin de soins parce qu'il y a un bateau états-unien qui est allé et nous avons besoin de l'armée. Est-ce que c'est pas quelque chose de concocté, de préparé avec un petit gars ou bien un petit groupe pour faire dire des choses, Alain? Ben, justement, c'est mettre justement le point exclusivement sur la question de gangs en Haïti. C'est comme si les gangs représentaient le problème, le grand problème essentiel du pays. Donc, si on résout ce problème de gangs, tout va être résolu.
Donc, on va résoudre le problème du chômage, on va résoudre le problème de l'insécurité structurelle. Donc, c'est comme si les gangs étaient responsables de tout ce qui se passe en Haïti, et c'est pourquoi qu'on demande, que le Canada l'avait dit aussi, qu'il faut créer un couloir humanitaire, etc., pour pouvoir remettre les choses en place dans le pays. Et j'aimerais ajouter sur la question des interventions de ces gens-là en Haïti, c'est qu'il faut dire que ce ne sont pas des individus qui intéressent le Canada, les États-Unis et les autres puissances occidentales. C'est un système mis en place qui doit assurer leurs propres intérêts en Haïti. Et ils cherchent toujours la relève. Donc, ça pourrait qu'ils laissent tomber Ariel Henry. Ça pourrait qu'ils laissent tomber, d'ailleurs, on l'a vu, ils commencent à laisser tomber, par exemple, un type comme Martelly, qui les a servis depuis longtemps. Et Laurent Lamotte aussi. Donc, il faut commencer à questionner et à comprendre qu'il y a une différence entre laisser tomber des individus et laisser tomber un système. Donc ça je pense que c'est essentiel à comprendre, et c'est là qu'il faut mettre le point. Donc c'est pas une question de, on est content que Sweet Mickey n'est plus sur les gens, comme on dit en créole. Okay? Donc on est content que Sweet Mickey qui était ceci, cela, maintenant on l'exclut. Non, il faut pousser la réflexion au-delà des individus et de comprendre pourquoi ce système existe en Haïti et pourquoi les gens cherchent toujours des relèves. Les Américains ont toujours des relèves en Haïti. Et ce n'est pas pour rien, par exemple, un type comme Claude Joseph qui vient ici et qui a créé son propre parti et qui a été en France. Il semble qu'il a été à New York aussi. Il est passé à Montréal la dernière fois. Et il semble qu'il est candidat aussi à la présidence. Il y a beaucoup de ces gens-là en Haïti qui sont là et qui sont en réserve, en quelque sorte. Ils sont en réserve, pourquoi? Ils sont en réserve parce qu'ils savent que ce n'est pas l'individu qui compte, c'est de chercher une façon de pérenniser le système. Et les Américains vont laisser tomber ceci, cela, pour les remplacer par d'autres et pour donner l'illusion qu'il y a un changement en Haïti. Et c'est ça aussi les élections. Ils veulent faire les élections pour donner l'illusion qu'il va y avoir un changement en Haïti. Mais le changement, ça va être de la continuité de ce même système. C'est ça qu'il faut comprendre et c'est ça que je pense qu'il faut réfléchir là-dessus. Il faut que les gens aussi comprennent comment combattre ce système-là, non pas les individus. Alors, Franz André, c'est toi, 2 minutes. C'est fermé, Franz. Ton micro est fermé. Franz, ton micro est fermé. Oui, je vais essayer d'être court parce que le temps nous fait la guerre. Ouais. Il y a une chose que je dois demander, parce que bon, nous avons un exemple clair de Marie-Louisa Célestin, ici à Montréal, qui est rentrée avec des millions de dollars, n'est-ce pas, avec une valise diplomatique possiblement. Elle est consul ici à Montréal et il n'y a rien d'officiel qui a été dit par rapport justement à la saisie de leur villa et des millions de dollars d'immobilier qui ont été faits. Il n'y a absolument rien qui a été dit, si ce n'est qu'on parle de sanctionner son mari. Alors ça, c'est une première. La deuxième chose, j'appuie Alain en disant qu'ils sont en train de se chercher d'autres personnes crédibles qui vont éventuellement être à leur place. Et puis ça, on le sait ici. Personnellement, je sais que activement, le gouvernement américain et canadien essaie de trouver d'autres gens qui ont quand même une certaine intégrité, qui vont pouvoir mettre de l'avant. Il y a des gens qui sont présentement en tournée préélectorale. On parle naturellement de Claude Joseph et d'autres qui sont déjà venus ici à Montréal cet été et qui sont soutenus par les Reynolds Gibbs, entre autres, qui, quand ils sont en Haïti, ils ont leur voiture blindée et une garde rapprochée. Ces gens-là sont présentement, on les prépare. On les envoie dans une université américaine, soit à Harvard ou Oxford, pour qu'ils puissent sortir avec des titres et leur dire, bon, il est économiste, il est ci et tout ça. Donc, effectivement, nous devons rester très vigilants parce que ces gens qui nous arrivent ici comme étant des nationalistes, des compatriotes, etc., ce sont probablement les plus grands faussaires que nous avons de notre côté. Alors, la conclusion, c'est toi, Donald, parce que c'est la dernière émission avant la fête. C'est toi qui conclus avec nos invités, nos amis qui sont les membres du cabaret. C'est toi qui conclus, Donald. Mais moi, je pense qu'il faut continuer dans la même lignée de ce que tous les gens ont dit ce soir. Puis effectivement, il faut ramener ce groupe-là au début de l'année 2023, quand on va repartir l'émission Le Cabaret des idées.
À ce moment-là, on va ramener les points encore, puis on va continuer. Puis en disant cela, je pense qu'il faut faire l'annonce dès ce soir que le 7 janvier, le 7 à 16h30, nous faisons encore l'Assemblée publique à l'appel retrouvé. Effectivement. Puis nous, on va demander au Cabaret des idées, à partir du 3, 4 et 5 et 6, le vendredi, des annonces pour envoyer finalement dans la communauté pour que ces gens-là puissent venir ou sont capables de se trouver un moyen de venir le 7 janvier à 16h30 au Cabaret des idées. Et donc, ça veut dire qu'on va commencer l'année en grande, finalement, puis on va continuer la lutte. Donc, je finis en disant, Lotta continua. Alors, et Chantal, tout le monde, vous avez un mot à dire, il y a 57, vous pouvez encore parler. Dites ce que vous avez à la communauté, je vous écoute. Bon, ben, je demande aux gens de rester mobilisés, de continuer à venir aux réflexions à l'appel retrouvé le samedi, comme on le fait aux assemblées. C'est une façon justement de bien comprendre les causes, parce que quand on comprend les causes, on ne se décourage pas. On sait qu'on a raison et qu'on va pouvoir gagner et on sait comment se battre. Donc, il faut s'outiller. C'est comme tout dans la vie. Voilà. Jenny. Je lance le message à la communauté de ne pas se décourager, de rester solidaire. Venez le 7 janvier et surtout, on peut s'entraider. On peut s'aider. Je sais que ce n'est pas facile, mais we have each other's back. On peut s'aider les uns les autres, les unes les autres. Alain. Je voudrais tout d'abord saluer le combat mené par le peuple haïtien pendant toute l'année 2022. Beaucoup de gens sont morts, beaucoup de gens ont été blessés, etc. Et donc, je salue bien bas cette détermination du peuple haïtien de continuer la lutte, justement, pour créer finalement une nouvelle nation, un nouveau pays, où il sera maître et seigneur, comme on dit chez lui. Yves Engler. Je salue le combat et je pense que c'est vraiment important qu'on met le pression sur Ottawa qui arrête avec l'impérialisme canadien en Haïti. Jean, c'est toi le dernier. Bravo Mali, bon combat Haïti, bon combat Bolivie, bon combat à nos frères du Pérou, et puis que les Canadiens deviennent citoyens de leur pays. Ça ne suffit pas de surfer sur un mythe. Il faut que le Canada devienne réellement une force pour le bien dans le monde. Aïe Bobo. Ensemble. Ismaël, moi, je voulais juste dire un petit mot. Vas-y. Dis-nous, courage, continuez à gommer, parce que nous avons besoin de nous. Ce n'est pas en question de qui est-ce qui pour une équipe, qui pour l'autre équipe. C'est une seule équipe nous supposée. Alors, il faut continuer à se battre. Merci beaucoup de nous avoir invités. Félicitations donc, effectivement à l'émission. Ismaël et à notre camarade Donald. Belle émission. Restons solidaires. Merci beaucoup. Merci. Il ne nous reste plus de temps. Merci. Alors, joyeux temps des fêtes. Merci. Un grand merci à tous nos clients, anciens et nouveaux, pour la confiance placée en nous depuis 35 ans. Carm, notre service fait la différence. Pour de plus amples informations, téléphonez en 800 934 0440 ou visitez www.camtransfer.com. C'est l'occasion d'organiser une fête d'anniversaire, une fête quelconque à la maison, au bureau ou en salle. Pour la bonne bouffe, confiez la chose les yeux fermés à Marie-Ursule Latour, traiteur. Des professionnels des cuisines créoles et françaises qui vous font des repas débouchés absolument divins. Pour la réussite de votre événement, confiez sans hésiter la section des repas au meilleur traiteur en ville, Marie-Ursule Latour, avec ou sans service, et vos invités seront contents. 54 326 8665. Après une pause due à la Covid-19 et pour rentrer de plein pied dans son 21e anniversaire, CPAM lance la caravane de la solidarité. Ne vous en faites pas, c'est la même opération de panier de Noël sous un autre nom. Jusqu'au 20 décembre, apportez vos dons à CPAM 3390 Crémazie Est ou appelez-nous au 514-790-2726. On viendra les chercher. Vous avez de la misère avec l'inflation? Pensez une seconde à ceux qui avaient déjà de la misère à se trouver un repas par jour. Donnez au suivant. Participez à la caravane de solidarité de CPAM jusqu'au 20 décembre.
vous avez un projet pour vous ou pour un membre de votre famille en matière d'immigration, confiez-vous à un professionnel qualifié, reconnu et autorisé. Pour vos besoins en matière d'immigration, un seul nom, une seule référence. Cabinet d'immigration Hercule. Pour le regroupement familial, réfugiés, travailleurs qualifiés, considérations humanitaires, permis d'études, permis de travail, visa de visiteur, appel en cas de refus, défense et représentation devant la CSR, cabinet Hercule. Pour une consultation ou un rendez-vous, présentez-vous au 96 à 58 boulevard Saint-Michel entre Industriel et Sauvé. Téléphone 514 616 2024 ou 514 725 2024. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Regard, toute l'actualité d'ici et d'ailleurs sur CPAM, radiounion.com, tous les soirs 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre journal du soir Regard, l'édition de ce vendredi. On est aujourd'hui le 16 décembre 2022. Bonsoir Junie. Les grands titres de l'actualité, on parlera de Justin Trudeau qui annule sa rencontre avec François Legault en raison du mauvais temps. Et puis le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur, Gilles Courteau, a confirmé qu'il tirera sa révérence du circuit en 2024. Dans l'actualité internationale, on regardera la situation évidemment en Ukraine, avec les bombardements qui se poursuivent. L'Union européenne apporte de nouvelles sanctions contre Moscou et une aide de 18 milliards d'euros au gouvernement de Volodymyr Zelensky. Le mouvement de contestation s'aggrave au Pérou. À Istanbul, ce sont des milliers de personnes qui sont réunies en soutien à Ekrem İmamoğlu, l'image de l'opposition emprisonnée et privée de ses droits. Dans l'actualité en Haïti, on parlera évidemment de la question d'économie, avec des changements majeurs qui vont être opérés dans le système fiscal haïtien à partir de l'année prochaine. Le gouvernement dominicain interdit toute exportation de farine vers Haïti. On parlera aussi de justice avec ces assises criminelles sans assistance de jury qui se tiennent à travers le pays. Ces informations et d'autres en développement pour vous ce soir à Regard. Vous écoutez Regard, votre rendez-vous du soir avec l'actualité sur le 1410 AM. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir, rebonsoir Junie. En couverture de cette actualité, Justin Trudeau a annulé ce matin la rencontre qu'il devait avoir à Montréal avec le Premier ministre du Québec, François Legault, en invoquant les mauvaises conditions météorologiques. Malheureusement, pour des raisons météorologiques, le Premier ministre n'a pas pu se déplacer à Montréal aujourd'hui, a déclaré par écrit le bureau du Premier ministre ce matin, 1 heure avant la rencontre. La rencontre avec son homologue est remise et nous vous tiendrons au courant de celle-ci une fois les détails confirmés. Le Premier ministre va tout de même parler au Premier ministre Legault par téléphone, par courtoisie, a dit son bureau. Alors il faut dire que on se pose des questions, puisque François Legault avait donné le ton dans la perspective de cette rencontre lors d'une mêlée de presse hier. François Legault qui a évoqué la question de l'immigration, la question de la langue et la question de la santé qui serait au cœur de cette rencontre. On écoute le Premier ministre François Legault. À Québec, j'ai encore des activités prévues la semaine prochaine, mais à Montréal. Mais avant de répondre à vos questions, je vais peut-être lancer un message aux Québécois pour le temps des fêtes.
On le sait, pendant le temps des fêtes, quand on est seul, c'est difficile parce que on repense à notre enfance et puis aux moments de plaisir qu'on a pu avoir. Donc, je lance un appel aux Québécois qui ont montré pendant la pandémie qu'ils étaient capables d'être solidaires, d'aller visiter les personnes qui sont seules, au moins les appeler au téléphone. C'est dur pour eux autres le temps des fêtes. L'autre chose que je veux dire, c'est un mot pour le personnel dans notre réseau de la santé. Ça va faire, là, au mois de mars, 3 ans qu'en plus de soigner les malades habituels, si je peux dire, ils doivent aussi s'occuper des malades COVID. Donc, c'était extrêmement dur pour le personnel de la santé. Donc, je sais que les délais d'attente sont grands, mais je demande à tous les Québécois qui, malheureusement, vont devoir fréquenter les hôpitaux, les urgences, les différents établissements de santé, d'être compréhensifs, d'être aussi de remercier, de supporter le personnel de la santé. C'était difficile pour eux autres. Donc, ayons une pensée pour ces personnes qui vont travailler pendant le temps des fêtes. Oui, bien, essentiellement, en tout cas de mon côté, il y aura 2 grands sujets, le français et les transferts en santé. Si je commence par le français, bien, on le sait, il y a un déclin du français au Québec. On a posé des gestes, entre autres avec la loi 96, pour demander aux grandes entreprises à charte fédérale d'appliquer la loi 101. Bonne nouvelle, sur à peu près 400 entreprises au Québec qui sont à charte fédérale, il y en a plus de 370 qui ont accepté de s'inscrire à l'Office québécois de la langue française. Il en reste 28 pour être exact, qui nous disent qu'ils attendent la loi C13 du fédéral avant de prendre position, donc de s'assurer qu'on travaille en français au Québec, à Montréal. Donc, je vais demander à M. Trudeau d'envoyer un message clair. Je vois pas pourquoi une compagnie comme Air Canada n'aurait pas les mêmes exigences qu'une compagnie comme Bombardier, parce qu'il y en a une qui est à charte fédérale. Donc, ça sera le premier sujet à l'intérieur du sujet du français. Bon, l'autre sujet qui est vraiment urgent, c'est le chemin Roxham. On est rendu à plus de 36 000 personnes qui sont entrées par le chemin Roxham depuis le début de l'année seulement. Puis évidemment, bon, oui, il y a un défi de francisation, mais il y a un défi aussi de donner du service à ces personnes-là. Donc, on voudrait que le gouvernement fédéral en prenne en charge disons, je dirais 78 qui est le poids du reste du Canada. Et je vois pas pourquoi ça serait 100% des Québécois qui devraient assumer les services à ces personnes-là. Il devrait une partie qui devrait être transférée dans les autres provinces, le temps qu'on trouve une solution, parce qu'actuellement, ça prend plus de 2 ans à étudier les dossiers. Nous, on ne comprend pas pourquoi que ça ne prend pas plus que 2-3 mois. Puis, de façon générale, donc, on va parler du français. Pour ce qui est de la santé, bien, on a fait un point de presse, les 13 premiers ministres des provinces et territoires, on est unanime. Il y a une urgence encore là d'augmenter les transferts en santé. Puis, je comprends que c'est un dossier complexe. Je vais essayer, en quelques phrases, de vous le résumer. C'est que les besoins en santé augmentent de 5-6% par année à cause des impacts du vieillissement de la population. Or, les provinces assument 78% des dépenses de santé. Pourtant, ils reçoivent seulement 60% à peu près des revenus d'impôts et de taxes. Donc, on le voit, à chaque année, le problème s'empire. Oui, le gouvernement fédéral a fait des versements aux provinces non récurrents, mais quand on fait une planification, puis même c'est le Conference Board qui le montrait, on voit que dans les prochaines années, le gouvernement fédéral va se trouver en situation de surplus, puis les provinces vont creuser leur déficit. Donc, il va y avoir un risque de d'autres empiètements du gouvernement fédéral dans des champs de compétences des provinces. Donc, c'est vraiment un problème de fond et c'est unanime. Donc, je vais essayer de réexpliquer ça à M. Trudeau. Bien, écoutez, qui commence par régler, entre autres, les entreprises de la Charte fédérale, qui commence par régler Roxham, qui commence par nous aider à ce que dans les 50 000 qu'on reçoit chaque année, il y en ait
le plus proche possible de 100% qui parlent français. Oui, c'est une des solutions qu'on propose parce que quand ces personnes-là arrivent à Dorval, on peut les retourner immédiatement, mais à cause de l'entente sur les pays tiers, ça ne s'applique pas à Roxham. Donc, il y aurait moyen, puis, bon, le gouvernement fédéral, M. Trudeau nous dit qu'il est d'accord avec ça, qu'il négocie avec le gouvernement américain, mais il faudrait que ça soit le même principe qui s'applique au chemin Roxham que celui qu'on applique à l'aéroport de Dorval. Ben, écoutez, 100% là, pour l'instant, on sait que sur les 50 000 qui sont acceptés, il y en a 60% qui sont choisis par le Québec, 40% par Ottawa. Dans ceux qui sont choisis par Ottawa, il y en a seulement la moitié qui parle français. Donc, quand M. Trudeau dit on pourrait en avoir 112 000 qui parlent français, bien, commençons par le 40%, là. J'ai des doutes qu'on est capable de tous les avoir. On a un déclin du français. Donc, à court terme, la recette ne marche pas. Si on corrige la recette à l'intérieur du 50 000 pour se rapprocher du 100% de francophones, on pourra, je l'ai déjà dit, regarder pour augmenter avec d'autres francophones. Faire attention aux mots, là, hein, j'en ai utilisé certains. Ce qu'on voit, c'est qu'à Montréal, sur l'île de Montréal, quand on regarde la langue qui est le plus parlée à la maison, on est tombé en bas de 50 %, on est à 48 %. On a perdu 6 points depuis 20 ans. Donc, la noyade, comme vous dites, peu importe le mot qu'on utilisera, ben, c'est une question de temps. Là, faites vos courbes, mais à perdre 6 points à chaque 20 ans, puis à être en bas de 50 %, imaginez-vous comment on va pouvoir justifier un jour, si on est à 30 % de francophones à Montréal. Le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Gilles Courteau, a confirmé qu'il tirera sa révérence du circuit en 2024 après une gouverne qui tutoiera les 4 décennies, quasiment 40 ans à la tête de l'institution. L'homme de 65 ans, qui se trouve à la tête de la LHJMQ depuis 1986, on a fait l'annonce aujourd'hui lors d'une conférence de presse qui s'est déroulée à l'hôtel Sheraton de l'aéroport de Montréal. C'est beaucoup d'émotions. On écoute un extrait de cette mêlée de presse de Gilles Courteau. Décentralisation de la région métropolitaine. C'était des moments très importants. Ça a eu des conséquences. Ça a augmenté les budgets d'opération des équipes de façon considérable. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est tous fiers de cet accomplissement-là. On est tous fiers de voir que notre Ligue est sur des bases solides dans nos 18 villes. Nos joueurs qui font leur entrée dans la Ligue junior majeure du Québec avec les 3 objectifs qu'on met en place, d'en faire des meilleurs joueurs de hockey, des meilleurs étudiants, puis des bons citoyens. Et pour les équipes de supporter tous nos programmes qu'on a mis en place pour le bénéfice des joueurs, c'est quelque chose d'extraordinaire pour moi qui aujourd'hui, comme j'ai dit, Les autorités de santé publique du Québec s'attendent à une augmentation du nombre de cas et d'hospitalisation dus aux principaux virus respiratoires qui circulent actuellement dans la province. La situation d'urgence pédiatrique demeure très fragile, a dit le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, que nous écoutons. D'éviter la propagation des virus, puis de faire des recommandations, des conseils ou de suggérer des grandes mesures, comme vous le savez, au gouvernement. On n'est pas là, on est plus dans les recommandations pour l'ensemble des citoyens dans cette période qui est réjouissante habituellement, puis je suis certain qu'on veut bien en profiter, tant mieux, mais il faut quand même faire office de prudence, et en particulier pour ceux qui sont plus à risque, les personnes très âgées ou les très jeunes enfants. J'y reviens dans quelques instants. Alors, bon, il va y avoir bien sûr des rassemblements dans les domiciles, des rassemblements privés, et ces rassemblements ont une caractéristique forte là, qui est très différente de ce qu'on a habituellement, là, puis encore moins dans les parties de bureau, c'est on mélange des générations ensemble. Alors, on va avoir des enfants,
des adultes, des personnes plus âgées. On peut même rejoindre des arrière-petits-enfants avec des arrière-grands-parents tout autour de la table. Il n'y a rien de mieux pour un virus, c'est sa situation de rêve, ça, parce qu'il peut contaminer d'un groupe à l'autre et se propager ainsi. Alors, si on veut conserver les meilleurs souvenirs de notre Noël puis des autres fêtes de fin d'année, il faut poser les gestes qui sont les plus appropriés pour éviter de transmettre ce virus-là, et particulièrement aux personnes qui sont les plus vulnérables. Aux États-Unis, vous savez, ils ont, comme nous, bien sûr, les fêtes entourant Noël, mais ils ont aussi le Thanksgiving. Et c'est le 24 novembre. Alors, le Thanksgiving du 24 novembre aux États-Unis regroupe les familles ensemble, les plus jeunes, les plus âgés, etc.